Je vais donc vous présenter cette question de la mutation génétique universelle sur le plan psychique. On va faire un exposé assez informé, mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas pendant l'exposé de tout ça. La première question qui doit être abordée, c'est quoi le VRCA, de quoi parle-t-on? Le VRCA, c'est une mutation génétique que l'on a découvert en 1994. Qui est une mutation qui concerne à la fois le cancer, qui a des répercussions sur le cancer du sein et sur le cancer de l'ovaire. C'est pour ça qu'on parle de BRCA pour breast cancer. Donc ça a été abrévié en BRCA. Le BRCA, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, même si simplement retenez que le BRCA c'est une mutation qui va être observée sur les chromosomes. Pour le BRCA1, il y a deux types de BRCA. Le BRCA1, c'est une mutation sur le chromosome 17, alors que pour le BRCA2, on a une mutation sur le chromosome 13. Donc ces deux mutations génétiques ont été découvertes en 1994 et vont avoir des répercussions, encore aujourd'hui, des répercussions fondamentales sur la prise en charge des femmes à risque, développer tout un point de la prise en charge des femmes à risque de développer, lorsqu'elles présentent une mutation génétique, un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire. Ces gènes de prédisposition BRCA sont des gènes dont on dit qu'ils ont une possibilité de transmission autosomique dominante. Ça veut dire qu'une transmission autosomique dominante, c'est-à-dire qu'on a le risque de transmettre aux dépendants, il y a un risque aux ascendants, pardon, il y a un risque de dépendance de 50%. Donc, vous êtes porteur de cette mutation génétique, vous présentez le risque de transmettre cette mutation à votre descendance de 50%. Ce qui est très important de noter, parce que la représentation sociale que l'on a, c'est que cette mutation génétique, puisqu'il s'agit du cancer du sein et de l'ovaire, est une mutation qui se transmet uniquement par la mère. Absolument pas, c'est une mutation génétique qui peut se transmettre autant par le père que par la mère. Donc les deux possibilités de transmission sont possibles. On a cette représentation que le père ne peut pas transmettre cette mutation parce qu'on n'en voit le plus souvent pas les répercussions, c'est-à-dire qu'un cancer de l'ovaire chez une personne c'est impossible, et un cancer du sein c'est extrêmement rare. Donc la représentation sociale, c'est que la mère qui porte cette mutation qui pourrait la transmettre aux enfants. Ce qui va engendrer bien souvent de grands bouleversements dans les familles quand on n'a jamais imaginé que la mère pouvait être porteur et qu'on découvre que les enfants sont porteurs. Comment ont-ils pu être porteurs si la maman ne l'est pas? Et non, on peut supposer que la mutation passait par le père. On dit que ce gène de prédisposition à une pénétrance élevée, qu'est-ce que ça veut dire avoir une pénétrance élevée? Ça veut dire qu'il va y avoir une répercussion en termes de risque d'apparition d'un cancer qui est important. Et des répercussions en termes de risque d'apparition d'un cancer d'une part du sein et d'un cancer d'autre part de l'ovaire. Il y a deux risques qui sont liés au BRCA. D'une part le cancer du sein, d'autre part le cancer de l'ovaire. Ces gènes de prédisposition, on considère aujourd'hui qu'on retrouve à peu près 5 à 10% de femmes atteintes d'un cancer du sein qui sont concernées par cette prédisposition génétique BRCA1 ou BRCA2. C'est-à-dire que sur l'ensemble des cancers du sein, quand on regarde l'ensemble des cancers du sein, on considère qu'il y a 5 à 10% de ces cancers du sein qui ont une origine que l'on peut considérer comme étant génétique et génétique de type BRCA. Alors, il y a d'autres origines qui peuvent être des origines familiales, mais qui ne sont pas forcément génétiques.
vraiment, on considère que 5 à 10% de ces cancers du sein sont dus à une altération de type BRCA, une mutation génétique de type BRCA1 ou BRCA2. 5 à 10% des cancers du sein, de manière générale, dans la population générale, on considère qu'à peu près que 4 personnes sur 1000 peuvent être porteurs de BRCA1 ou de BRCA2, et que c'est beaucoup plus restreint en nombre. Mais cette mutation génétique va avoir des répercussions extrêmement importantes. Notamment, quels sont les risques liés à la présence de cette mutation génétique? 2 risques importants. D'une part, le cancer du sein, d'autre part, le cancer de l'ovaire. Pour le BRCA1, on considère qu'il y a un risque à peu près de 60% pour une femme de développer un cancer du sein. Là, on parle aussi de risque cumulé, c'est-à-dire qu'à l'âge de 70 ans, cette femme a 70% de risque d'avoir développé un cancer du sein. On va voir sur une autre hormone qu'en fait ça commence à partir de l'âge de 40 ans. Ce risque devient de plus en plus important. Autre risque qui est important dans le cadre du BRCA1, c'est le risque qui concerne le cancer de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire est présent à 59% chez les femmes BRCA1, avec un minimum de 43 et un maximum de 67. Donc vous voyez que pour ce BRCA1, on a autant un risque au niveau du cancer du sein qu'au niveau du cancer de l'ovaire, avec des difficultés de repérer et de soigner notamment le cancer de l'ovaire qui sont extrêmement grandes. On repère mal un cancer de l'ovaire, et un cancer de l'ovaire est un cancer qui a un pronostic qui est beaucoup plus important en termes d'origénicité que le cancer du sein. Il se soigne plus difficilement et il se détecte aussi bien sûr plus tardivement. BRCA2, pour le BRCA2, le risque concerne essentiellement le cancer du sein, autour de 55%, de manière beaucoup moins importante que le cancer de l'ovaire, même si, comme vous pouvez le voir, le cancer de l'ovaire dans la population générale, globale, on considère qu'il y a 1% de risque de cancer de l'ovaire. Vous voyez qu'on a des pourcentages qui sont extrêmement différents, comme le sont dans le BRCA1, BRCA2 et la population générale. Comme on considère que le cancer du sein, il y a un risque à peu près de 10% pour la population globale de développer un cancer du sein. Ça, c'est que lorsqu'on prend les populations de manière globale. Maintenant, je vous ai repris un document avec les dates très propre, excusez-moi, mais l'idée, c'est d'observer ici, envers les femmes à la population générale, les femmes porteuses sont faites global pour le BRCA1 et le BRCA2 concernant le cancer du sein. Vous voyez qu'on parle de risque cumulé dans la diapo précédente à l'âge de 70 ans. Ici, vous pouvez constater que les femmes porteuses du gène BRCA1 et BRCA2 ont un risque qui s'élève avec l'âge, qui devient de plus en plus important avec l'âge, et que le risque à 40 ans est déjà important. Vous voyez, dans des proportions qui vont augmenter rapidement. Comme il est bien indiqué aussi, on va en discuter par la suite, le risque n'est pas de 100%. On va voir que ça n'est pas un risque de 100%. Donc, lorsqu'on détecte le BRCA1 ou le BRCA2, ça ne veut pas dire que cette femme va systématiquement faire un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire. Autre courbe que j'ai reprise ici qui vous donne une indication supplémentaire, ces courbes vous attestent ici dans la première courbe, ce sont les risques pour une femme qui, dans sa famille, n'a pas de collatéraux, n'a pas de membres de sa famille proche qui ont eu un cancer du sein. On voit que au plus cette femme a dans sa famille des membres qui ont développé un cancer du sein, au plus le risque commence tôt et est important de développer elle-même un cancer du sein. Donc si cette mutation se manifeste par un cancer de manière importante dans la famille, on peut supposer aussi que le risque pour la femme qui est porteuse de cette mutation de
développer le même cancer est important, comparativement avec une famille où le BRCA et les manifestations du BRCA par le cancer ne se font pas. La femme est porteuse de la mutation et ne déclare pas un cancer. Si dans sa famille, les femmes sont porteuses de la mutation et déclarent un cancer, on peut supposer que le risque pourrait être plus important de déclarer un cancer. Ça, c'est pour le BRCA1. On a des groupes similaires en termes d'influence de risque selon la proportion de la parenté qui déclare un cancer ou non. Vous voyez que si l'on est dans une famille où la mutation est présente et où il y a eu plus de 2 cancers du sein déclarés, pour cette femme, dans cette famille, on peut supposer que le risque de déclarer elle-même aussi un cancer est plus important. Ça va, c'est clair? Maintenant, qu'est-ce que l'on sait sur ce cancer? Chez les femmes BRCA, quel type de cancer observe-t-on? Il faut savoir qu'on sait que le cancer chez les femmes porteuses de cette mutation génétique est aussi un cancer assez caractérisé, dans le sens où ce sont des tumeurs qui ont le plus ou moins un grade élevé. On parle des tumeurs de grade 3, c'est-à-dire des tumeurs qui sont importantes, pour lesquelles les récepteurs hormonaux, là je ne vais pas dans trop de détails, mais les récepteurs hormonaux et les récepteurs HER2 sont négatifs. Donc on ne peut pas, chez ces femmes, donner des traitements préventifs anti-hormonaux pour empêcher l'émergence d'un cancer. Et parallèlement, ce sont aussi des cancers du sein médulaire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que chez ces femmes porteuses du BRCA, le cancer du sein est un cancer du sein qui est rapide et avec un grade élevé. Donc il faut un traitement qui soit adapté à ces différentes caractéristiques. Alors, je vous ai mis le BRCA a un risque finalement pour qui? Quels sont les hommes et les femmes qui ont un risque de présenter cette mutation génétique? Alors, on va retourner ceci ensemble. Esquer a développé un protocole qui permet de mettre en évidence un certain nombre de caractéristiques familiales qui doivent nous amener à penser qu'il est nécessaire de faire une recherche génétique dans ces familles, notamment et forcément si dans la famille il y a déjà une mutation BRCA commune, donc qu'elle soit BRCA1 ou BRCA2, la fille d'un des parents qui serait porteur de BRCA, sa fille, bien entendu, est susceptible d'avoir hérité de cette mutation à 50%, donc cette fille est susceptible de faire une recherche génétique pour savoir si elle est porteuse de cette mutation. S'il y a eu dans la famille un cancer du sein chez une femme avant l'âge de 30 ans, on estime aussi que c'est un facteur de risque important de la présence de cette mutation. Cancer du sein entre 30 et 39 ans, cancer du sein chez une femme entre 40 et 49 ans, cancer du sein chez une femme de 50 à 70 ans. Vous voyez bien qu'on va d'un risque de 4 à 1, considérant donc que plus le cancer apparaît tôt, plus il y a un risque de présence d'une mutation génétique. Risque important aussi dans cette famille de s'interroger sur la présence d'une mutation génétique, c'est lorsqu'on a un cancer du sein chez un homme. Le cancer du sein peut apparaître chez l'homme, il est extrêmement rare, mais chez un homme BRCA précisément, il est possible de le voir. Et chez un homme de population générale, on doit s'interroger sur le risque de la présence d'une mutation. Enfin, le cancer de l'ovaire est aussi un cancer assez rare, environ 1% dans la population générale. Donc la présence d'un cancer de l'ovaire dans la famille, chez les apparentés de premier degré, donc les parents, les cousins, lorsqu'on observe un cancer de l'ovaire dans cette famille, on va s'interroger sur la présence de cette mutation. Donc, si vous avez, quand vous faites la somme chez cette famille si vous faites la 5 ou plus, il y a une indication forte
de faire une recherche génétique. Ça ne veut pas dire une indication forte de présence du cancer, mais une suspicion qu'il pourrait dans cette famille y avoir un risque de présence de cette mutation génétique. Je vous ai mis le site Hérédité Cancer parce que dans le cadre de mon L'Institut du Sein, on a créé un petit logiciel accessible sur Internet pour les médecins, leur permettant d'avoir accès rapidement à ces calculs et qui permet donc d'évaluer le risque pour une famille, parce qu'il s'agit dans ces situations pour le médecin d'orienter à chaque fois la patiente vers un centre d'oncogénétique. L'évaluation du risque personnel, maintenant aussi une femme, au-delà de ce qui se passe dans sa famille, une femme qui aurait un cancer du sein, qui est diagnostiquée avant l'âge de 36 ans, cette femme est susceptible de faire cette recherche. Un cancer de l'ovaire, toujours, c'est important, ce cancer de l'ovaire, avant l'âge de 61 ans, un cancer du masculin, quel que soit l'âge, un cancer du sein rétinomédulaire et un cancer du sein triple-négatif, en référence aux caractéristiques de la tumeur que je vous ai données, qui sont présents dans le berceau. Ces différents éléments, à eux seuls, suffisent à s'interroger sur la présence de ces mutations et à pousser une femme à lui proposer de faire cette recherche. Je dis bien lui proposer, elle n'est absolument pas contrainte ou obligée de faire cette recherche génétique. On va voir que c'est une recherche qui a des répercussions et qui sont importantes pour elle et pour sa famille. Face à cette mutation, quelles sont les recommandations de prise en charge? À l'heure actuelle, on se réfère encore aux recommandations, principales recommandations de prise en charge des femmes porteuses de mutation BRCA1 ou BRCA2, qui a été proposée par l'INCa en 2009. Ces recommandations sont actuellement en train d'être révisées et réadaptées au regard des recherches actuelles. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces recommandations? Deux types de recommandations. Premièrement, des recommandations concernant le risque mammaire lié au BRCA1 et au BRCA2. Première recommandation de surveillance au niveau mammaire, surveillance, on parle de surveillance clinique, dans le sens de palpation des seins 2 fois par an dès l'âge de 20 ans, mais également surveillance radiologique annuelle dès l'âge de 30 ans. L'âge de 30 ans, où, aujourd'hui, ce qui est important de noter aussi, c'est qu'on garde comme mammaire à l'âge de 30 ans, mais pour des femmes pour lesquelles il y aurait eu un cancer du sein précoce dans la famille, à l'âge de, par exemple, l'âge de 30 ans, leur mère a eu un cancer du sein à l'âge de 30 ans, on recommande une surveillance radiologique 5 ans avant l'âge d'apparition du premier cancer dans la famille. Donc cette femme qui a eu sa mère qui a eu un cancer du sein à l'âge de 30 ans, on va faire la surveillance radiologique à l'âge de 25 ans. Donc, dans cette surveillance, c'est une surveillance par IRM, par mammographie et par échographie. Selon les situations, soit cette surveillance se fait en 2 temps, l'IRM à un moment donné, et 6 mois plus tard, la mammographie et l'échographie. Pour, dans certains autres centres, on va faire tous les examens en même temps, ça dépend du centre dans lequel la femme s'adresse. À côté de cette recommandation de surveillance, aujourd'hui, il y a une mesure de prévention qui est proposée, une mesure chirurgicale. Il s'agit de la mastectomie bilatérale prophylactique qui peut être proposée à partir de l'âge de 30 ans. Cette ablation de la glande mammaire, c'est vraiment avec reconstruction et pose de prothèses en même temps chirurgicale. Je vous ai mis la photo d'Angelina Jolie, vous en avez peut-être entendu parler il y a un an et demi de ça. Angelina Jolie a annoncé qu'elle avait procédé à cette mastectomie bilatérale prophylactique parce qu'elle était porteuse de BRCA. On va voir que cette question fait l'objet aujourd'hui
décider, en termes de décision, est considéré aujourd'hui néanmoins comme l'un des moyens de réduction du risque le plus important, puisqu'on est à une réduction du risque de l'ordre de 90%, voire 95%. L'idée, c'est qu'il peut rester un risque sur des zones qui n'auraient pas pu être totalement réduites. À titre d'information, il faut savoir qu'en France, à l'heure actuelle, selon les études, on parle de 5 à 7% des femmes indemnes, qui n'ont pas du tout cancer. On n'est pas dans une mastectomie latérale ou contralatérale, c'est pas une femme qui a eu un cancer du sein sur un sein qui va faire une mastectomie prophylactique sur l'autre sein. Ce sont des femmes qui sont porteuses de BRCA mais qui n'ont pas développé de cancer. On est à peu près à 5 à 7% de ces femmes qui choisissent la mastectomie prophylactique contre des taux de 25%, voire plus aujourd'hui aux États-Unis. À ce sujet, je vous ajoute juste une réflexion sur le positionnement des médecins français à l'égard de la mastectomie prophylactique aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a une enquête qui vient d'être publiée qui a montré que, en interrogeant des médecins ces dernières années entre 2009 et 2010, des chirurgiens sénologues qui vont faire ce type d'intervention et qui souhaitent courir des cancers du sein, des gynécologues et des généralistes, ils se constatent que seulement 30% des médecins et 78% des chirurgiens pensent que la mastectomie prophylactique est une option envisageable, contre 85% des Anglais et 92% des Hollandais. C'est important aussi de constater qu'en 2000, on était seulement à 19% de chirurgiens sénologues qui disaient être favorables à la mastectomie prophylactique. Donc vous voyez là quand même une évolution considérable du positionnement des chirurgiens à l'égard de cette intervention. Voilà les recommandations de l'ACA concernant le risque mammaire. Au niveau du risque ovarien, quelles sont les recommandations? Le risque ovarien concerne essentiellement les femmes BRCA1. Donc, on parle d'un dépistage ovarien, c'est-à-dire une surveillance par échographie pelvienne annuelle dès l'âge de 35 ans. Une surveillance par IRM une fois par an dès l'âge de 35 ans également, avec toujours cette même remarque. Pour des femmes qui ont eu dans leur famille, des membres de leur famille qui ont été atteints d'un cancer de l'ovaire, ce n'est pas l'âge de 35 ans, mais c'est 5 ans avant l'âge de déclaration du cancer de l'ovaire dans les familles. À côté de ce dépistage ovarien, il y a une mesure de prévention là qui est une vraie recommandation de l'ACA dans le sens d'enjoindre vraiment les femmes à cette chirurgie. C'est une recommandation de l'annexectomie prophylactique, c'est l'annexectomie prophylactique, donc c'est l'ablation des ovaires et des trompes à partir de l'âge de 40 ans pour le BRCA. Et on parle aussi de l'annexectomie prophylactique chez les femmes BRCA2 à partir de l'âge de 50 ans. Cette recommandation, il faut savoir que dans la pratique clinique, ce qu'on observe aussi, c'est que les femmes qui ont vu dans leur famille quelqu'un décédé d'un cancer de l'ovaire peuvent parfois demander cette ablation de l'ovaire un peu plus tôt que l'âge de 40 ans, c'est-à-dire au moment où ces femmes ont eu le nombre d'enfants qu'elles souhaitaient. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont eu leurs enfants vers l'âge de, ça peut être l'âge de 35, 36, 37 ans, elles peuvent demander cette ablation. Faisons maintenant à comment se passe cette recherche de cette mutation génétique. Je vous ai juste repris ici la carte de France vous montrant qu'il existe en France plus de 122 sites de consultation qui peuvent être faits ces recherches en génétique dans 83 villes en France.
Rapidement, comment se déroule cette consultation d'oncogénétique? Une femme, sous la recommandation de son médecin généraliste ou parce qu'elle a été informée par une émission ou autre, se rend compte qu'elle correspond au profil suspecté d'être porteuse de cette mutation, prend rendez-vous à la consultation d'oncogénétique, où il va y avoir en gros 3 temps de consultation. Un temps d'information sur les œufs de BRCA, on tout ça après, où va être réellement évalué le risque que présente cette femme d'être porteuse de cette mutation. S'il est estimé que ce risque est important, il va être fait une recherche génétique, et après il va y avoir recherche génétique et ensuite annonce rendu de résultats. On va détailler tout ça. La réalisation du test génétique, c'est vraiment, si l'histoire familiale, c'est important, si l'histoire familiale évoque une disposition génétique, une analyse sera proposée, c'est-à-dire que toute femme qui vient pour demander cette recherche génétique ne pourra pas avoir accès à cette recherche. Il faut qu'on estime qu'au regard de son histoire familiale, il y a un risque important qu'elle présente cette mutation. Comment se fait cette recherche? C'est un geste très simple pour des conséquences importantes et graves. Un geste très simple, c'est-à-dire que c'est une prise de sang. Et à partir de cette prise de sang va être faite une analyse moléculaire des gènes et il va y avoir 2 prélèvements indépendants de cette prise de sang qui sont nécessaires pour s'assurer de la pertinence du résultat. 2 cas de figure pour faire cette recherche. Ce qu'on appelle le cas index. Le cas index, je vous ai mis le plus souvent, c'est une femme qui est atteinte déjà d'un cancer du sein ou de l'ovaire. Cette femme atteinte d'un cancer du sein et de l'ovaire va être sollicitée par son chirurgien qui va être écouté au regard de votre âge, au regard du type de cancer que vous faites, au regard de votre configuration familiale. Il y a lieu de s'interroger sur la présence d'une mutation génétique dans votre famille. Donc cette femme est déjà dans une difficulté, puisqu'elle est confrontée à la maladie. C'est elle qui va être le déclencheur de cette recherche de mutation dans la famille. Cette première recherche est une recherche qui est longue. Actuellement, ça dépend des centres. Je ne travaille pas dans une session, donc les chiffres que je vous donne peuvent évoluer. À l'heure actuelle, on est dans à peu près entre 9 et 12 mois pour pouvoir effectuer cette recherche génétique. Donc la femme fait le prélèvement sanguin, elle n'aura les résultats de la présence de cette mutation à l'heure actuelle que 9 mois après, tout au mieux. On va retrouver chez cette femme pour laquelle on a considéré qu'il y avait un risque important de cette mutation, on va retrouver cette mutation à peu près dans 15 à 25% des cas. Donc ça met loin d'être tous les cas qui vont procéder à cette analyse. Lorsqu'on ne retrouve pas de mutation, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas de mutation génétique dans cette famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle de nos connaissances, cette femme ne présente pas de mutation de BRCA1 ou BRCA2. Mais on peut penser qu'elle pourrait présenter une mutation BRCA3, 4, 5 ou 6 que l'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle. Donc, ce qui peut aussi être, vous l'entendez, on va le voir, très compliqué pour la femme à supporter. Deuxième type de cas de figure où cette recherche de mutation peut être faite, c'est dans ce qu'on appelle les tests ciblés. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont indemnes, qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de cancer, mais qui sont apparentées avec une femme chez leur famille pour laquelle on a détecté une femme ou un homme, je vous rappelle, une femme ou un homme pour lequel on a détecté la présence de BRCA1 ou de BRCA2. Dans ce cas-là, on va faire une recherche de mutation génétique à partir de l'altération qui a été identifiée dans la famille.
et à partir donc du gain-index. Dans ces situations, la recherche va être plus rapide, puisqu'on recherche précisément l'interaction familiale. Donc on est dans des recherches qui peuvent prendre entre 3-4 mois, à peu près 14, parfois moins. Donc ces tests ciblés vont se faire souvent chez plus de membres de la famille qui sont emparentés avec le gain-index pour déterminer s'ils sont porteurs ou non de cette mutation. Qu'est-ce qui se passe pour ces apparentés, ces tests ciblés? Toute la question qui va se jouer là, ce sont des sujets qui sont bien portants et puis qui tout à coup sont dans une situation où ils peuvent devenir, ils risquent de devenir des sujets à risque porteurs de mutation, c'est-à-dire porteurs de développer, porteurs d'un risque de développer un cancer du sein. Je disais justement porteur de développer, d'un risque de développer, on est bien dans l'information que nous donnons aux génétiques. On est sur une information qui est délicate dans le sens où elle porte l'oncogénétique sur les probabilités, les pourcentages de risque de développer un cancer. On n'est pas du tout sur les certitudes de risque. Ça veut dire, on me dit que j'ai un risque cumulé à 79 de 80% de développer un cancer du sein, mais on n'est pas en train de me dire que je vais développer un cancer du sein. J'ai un risque qui certes est très important, mais je peux être BRCA et de toute ma vie ne jamais déclarer un cancer du sein, un cancer de l'ovaire. Donc c'est, je me disais quelque part, entrer dans le monde du risque, de la réflexion en pourcentage de risque, en comment faire face et comment se positionner par rapport à un risque aussi important que celui-là. Dans les consultations d'oncogénétique, lors de la première consultation, on va donner une information au consultant, une information qui va être extrêmement complexe, que ces personnes vont devoir intégrer des informations en termes de probabilité de présenter une prédisposition génétique, d'informer sur le cancer de l'ovaire, le cancer du sein, c'est quoi, quels sont les risques face en termes de survie par rapport au cancer du sein et au cancer de l'ovaire, évaluer pour ces personnes-là ces risques. Je disais, est-ce que dans ces familles il y a eu plusieurs cancers ou non? Décrire aussi dans cette première consultation toutes les modalités de prévention, à la fois les surveillances, à la fois les techniques chirurgicales diagnostiques, donc la recommandation de l'ARCA, et discuter aussi des limites et des enjeux des tests génétiques, c'est-à-dire de permettre à la consultante ou au consultant de prendre la décision de faire cette recherche en connaissance de cause, c'est-à-dire si on estime qu'elle est susceptible de faire cette recherche, elle doit elle-même cheminer pour arriver à prendre cette décision d'accéder à cette recherche. J'accélère parce que je suis un peu lente au niveau du timing. Dans cette première consultation, si elle se décide, et pour l'amener à se décider aussi, il va y avoir toute une construction d'un arbre généalogique qui est un arbre qui permet de se représenter dans la famille qui a été malade, à quel âge, comment. Dans cette construction généalogique, il faut savoir que de nos jours, on n'a pas toujours les rapports médicaux de ses grands-parents, de la tante, qu'est-ce qu'elle a eu comme cancer. Elle a eu un cancer, oui, c'était un cancer généralisé. Enfin, au départ, c'était quand même. Tout le monde n'est pas toujours tout à fait au courant de ce qui a été clairement observé comme maladie dans la famille et on n'a pas les comptes rendus médicaux. Donc il faut ça dans certains cas. Donc on sait aussi que cet arbre généalogique est aussi le reflet de la mémoire du
mémoire du sujet, la mémoire familiale. Qu'est-ce qu'il en a été dit également, le mythe familial. Qu'est-ce qu'on a pensé tout ça? L'oncle de quoi est-il décédé? C'était un cancer du sein, mais ça ne se disait pas, etc. Donc, c'est parfois très compliqué de faire cet arbre généalogique. Point psychique, on voit bien finalement que ce contexte de la mutation génétique est extrêmement difficile parce que cette recherche, c'est aussi toujours dans un climat où le plus souvent, dans un climat où dans ces familles, il y a une histoire du cancer qui est extrêmement lourde, soit donc des histoires de cancer, etc., généalogiques où plusieurs femmes ont été confrontées à la maladie, ou alors chez les patients qui sont elles-mêmes confrontées à un cancer aujourd'hui, ou les deux, aussi des familles et une personne qui est elles-mêmes confrontée, on est toujours dans ce contexte où on est dans la réactivation de quelque chose qui est extrêmement douloureux, avec tout ce que ça suppose en termes d'annonce de la maladie, de traitement de la maladie et de décès aussi dans ces contextes. Alors, on passe là-dessus. Deux questions éthiques qui me semblent importantes, qui gouvernent vraiment la décision de procéder à cette analyse génétique. Deux questions éthiques autour, premièrement, du poids que l'information obtenue vient faire peser sur la vie du sujet. J'apprends que je suis porteur, toutes les répercussions que ça va avoir pour moi, pour ma vie, en termes de décision, c'est ce que je vais faire en termes de surveillance, en termes de je peux transmettre ces mutations, mais également faire cette recherche, donc ça va avoir des répercussions pour moi-même, mais également cette recherche. Il faut s'interroger sur des questions, la question de l'engagement, de la responsabilité du sujet qui fait cette recherche à l'égard des autres membres de la famille. Je fais cette recherche parce que je l'ai fait pour moi, pour savoir si je suis porteur de cette mutation, mais faisant cette recherche, je vais aussi annoncer à la famille, si ça n'a jamais été découvert jusque-là, qu'il y a peut-être un risque qui concerne tout le monde. Cette annonce de cette mutation alors, va entraîner toute une série de difficultés psychiques, bien entendu, qui tournent essentiellement autour de la crainte de la survenue du cancer et de ses conséquences, à la fois préoccupation autour du cancer, par de développer un cancer, bien sûr, toutes les dates anniversaires de ma tante, elle est décédée à telle époque, ou elle avait tel âge, et est-ce que moi j'ai un risque à tel âge, etc. Tous ces mythes familiaux, je dis mythes familiaux dans le sens où parfois c'est pas toujours clair que c'est à tel âge ou à tel âge, mais il y a cette représentation que dans ma famille, par exemple, hein, c'était un exemple parmi d'autres, que les femmes autour de 35 ans sont malades. Et lorsque la femme arrive à cet âge-là, toutes les difficultés qui peuvent être liées. Sentiment de vulnérabilité très important pour ces femmes, avec généralement une surestimation pour ces femmes, en tout cas juste après l'annonce de la mutation, une surestimation du risque. Le plus souvent surestime le risque de développer un cancer. Certaines d'entre elles, beaucoup moins nombreuses, le sous-estiment. On garde plus en mémoire qu'il y a un risque de surestimation. Peur de la mort, bien entendu. Réactivation du sentiment de finitude. Peur de la mort par identification membres de la famille qui sont décédés. Peur des traitements, là aussi, par identification aux membres de la famille qui ont été atteints. Sentiment très fréquent d'impuissance, d'immutabilité, que faire par rapport à une inscription génétique. Sentiment d'isolement qui est très fréquent aussi avec une forme de repli social et repli affectif. Les patientes et les patients présentant une mutation sont pendant un temps dans une forme de repli social, dans une difficulté de communiquer, dans cette idée d'une peur de l'incompréhension des autres par rapport à leurs difficultés, cette notion aussi dans certains contextes d'un secret qui n'est pas partageable, qu'on ne peut pas évoquer avec d'autres, donc ce vécu d'isolement qui en découle.
d'être porteur de cette mutation, avec un vécu de colère qui est extrêmement fréquent. Une forme de culpabilité qui peut être très importante chez les porteurs de cette mutation. Culpabilité de plusieurs ordres, à la fois à l'égard des membres de la famille qui sont atteints. Moi, en quelque sorte, je suis porteur, mais je ne suis pas atteint, je suis le survivant, en quelque sorte. Et à l'égard des proches, du conjoint, difficulté d'être cet homme ou cette femme porteur qui a eu des enfants et qui a donc un risque d'avoir transmis cette mutation. Et toute la difficulté par rapport au conjoint qui, a priori, lui, ne devrait pas être porteur. Quand je dis a priori, c'est rare que vous ayez deux lignées qui soient porteurs. Donc, celui qui les femmes, par exemple, qui ne présente pas la mutation dans sa famille, qui est avec un homme qui, lui, est porteur, et les enfants, leurs enfants ont un risque de 50% d'être porteurs de cette mutation. Il peut y avoir une grande culpabilité pour cet homme d'avoir transmis. Donc il y a toute l'idée dans ces difficultés psychologiques qu'on n'a pas toujours le temps d'aborder, de la filiation, les difficultés de la filiation en termes de j'ai hérité de cette mutation, mais j'ai aussi un risque d'avoir transmis. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre au monde un enfant dont on sait qu'il a ce risque, qu'il est potentiellement à 50% porteur de ce risque. Être sujet à risque, et finalement, comment va-t-on prendre une décision sur les mesures de prévention? Comment choisir les mesures de prévention? Ce qui est important de bien préciser, c'est qu'on est là face à une décision qui est extrêmement difficile, une décision qui va faire suite à la de cette mutation, alors que déjà pendant plusieurs mois, le patient a pu réfléchir à la présence de cette mutation chez lui, qu'est-ce qu'il ferait, comment est-ce qu'il réagirait face à ça. On est toujours dans une approche qui est pluridisciplinaire, c'est évident, avec des oncogénéticiens, des radiologues, des gynécologues, des chirurgiens, et évidemment des psycho-oncologues. C'est extrêmement important d'accompagner ces femmes, ces hommes dans leurs décisions, ici plus généralement ces femmes, dans ces mesures de prévention. On parle de décision médicale partagée, c'est-à-dire décision médicale partagée, on est bien dans une idée d'un échange entre les différents intervenants et la patiente, un échange en termes de lui donner toutes les informations nécessaires pour prendre une décision, s'assurer de la bonne compréhension des informations qu'elle a eues la concernant sur son risque, sur quelles sont les possibilités qui s'offrent à elle de prévention. Ça veut dire un échange aussi dans lequel on va l'amener à élaborer sur ces différentes possibilités et arriver à une décision qui soit commune, c'est-à-dire une décision qui soit prise en accord avec le médecin, notamment si on est sur une question chirurgicale, c'est en accord avec le chirurgien qui a expliqué quel type d'intervention on peut faire, comment il va conseiller, et que la personne soit tout à fait d'accord sur les modalités de cette intervention. Il y aura différentes interventions possibles. Tout ça toujours dans un contexte de prendre en considération le vécu de cette femme, son histoire. Elle a face à elle des données objectives qui lui permettent de pouvoir évaluer quel est son risque, mais aussi ces données vont venir entrer en écho, en résonance avec son vécu du cancer dans la famille, de la maladie, qu'est-ce qui s'est passé pour ses ascendants qui ont été malades, sont-ils décédés, sont-ils soignés, etc. C'est vraiment du cas par cas et toujours un histoire subjective du sujet en parallèle avec ces données extrêmement objectives. Donc cet accompagnement psychologique, j'insiste juste sur la nécessité de prendre le temps de peser les avantages et les inconvénients et d'être aussi très attentif dans cette prise en charge sur quelles sont les possibilités de soutien social qu'a cette femme. Est-ce qu'elle est entourée, est-ce qu'elle ne l'est pas, et
de s'attarder aussi sur l'implication des proches. Par exemple, si elle est dans une décision de chirurgie prophylactique, comment le conjoint va-t-il appréhender, lui, cette chirurgie et comment va-t-il se positionner face à sa femme qui est dans cette décision pour arriver à un consensus sur la décision de procéder à l'intervention chirurgicale, par exemple. Alors, là, je vous ai parlé essentiellement de cette femme, cet homme face à ses décisions. Qu'est-ce que ça implique pour lui, cette mutation? Je vous ai dit aussi, attention, la recherche de cette mutation va impliquer les choses pour la famille autour d'elle. La question qui va se poser et qui est à la base aussi avant de procéder à cette recherche, c'est ai-je le droit ou ai-je le devoir de l'imposer aux autres membres de ma famille? C'est-à-dire, je fais cette recherche, mais finalement, je veux aussi, par cette recherche, être, je vous ai mis, l'oiseau pour les augures, c'est-à-dire c'est celui qui vient détecter quelque chose qui jusque-là n'a pas été détecté dans la famille et qui annonce quelque chose qui peut parfois être vécu extrêmement difficilement par d'autres membres de la famille. On dit que cette patiente a une fonction de messager, c'est-à-dire qu'elle est vraiment là pour donner l'information sur l'immunisation de la famille. On parle de savoir encombrant, c'est-à-dire le fait d'avoir détecté cette immunisation dans la famille peut entraîner de grandes difficultés au sein des membres de la famille qui parfois ne voulaient pas savoir, ne souhaitaient pas être au courant et sont tout à coup informés de ces difficultés. Avec comment en parler, comment évoquer cette présence de mutation dans la famille, il faut aider de façon et le consultant ou la consultante à trouver les moyens d'aborder ce sujet complexe dans sa famille, l'aider comment elle va l'aborder, l'aider aussi à affronter les réactions émotionnelles qu'il peut parfois vivre. Alors ça c'est dans les cas les plus graves, la plupart du temps l'annonce est faite dans la famille, mais c'est une annonce compliquée, mais elle est vécue aussi comme on peut avoir la chance de le savoir, donc d'avoir les moyens de se prévenir par rapport à ça, de faire une surveillance qui soit beaucoup plus accrue. Parfois quand même, il y a une réaction en disant c'est ton cancer et nous ça ne nous regarde pas. Donc comme si c'était ta mutation et nous on n'est pas concernés. Être sûr que le consultant et la consultante a bien compris tout ce que suppose ces mutations en termes de risque, en termes de transmission, en termes de prise en charge, puisque c'est lui ou elle qui va devoir expliquer au reste de la famille en quoi ça consiste et amener ces apparentés à faire, s'ils le souhaitent, la recherche. On a constaté que dans une étude assez récente que l'information se diffuse assez rapidement dans la famille. Après 15 jours, une fois que la femme a reçu son résultat de présence de la mutation du nom, après 15 jours, on a mesuré si ces femmes à qui elles transmettent l'information, d'abord et avant tout le conjoint, la transmission de l'information passe plus par les femmes dans la famille. Vous voyez que c'est d'abord la mère et les sœurs qui sont au courant, ensuite le père, ensuite les frères. Second, il y a quelque chose qui est plus facile à exprimer aux femmes, peut-être en termes de risque plus important pour ces femmes, directement. Parce que si c'est le frère qui est concerné, le frère qui peut transmettre à ses filles, bien entendu, si. J'arrive au bout de mon exposé. Donc, aujourd'hui, juste deux axes de recherche qui sont les nôtres aujourd'hui dans cette thématique. Premièrement, en collaboration avec Pascal Pujol du CHU, une première recherche qui concerne précisément cette diffusion de l'information. La personne qui est porteuse de l'immunisation, on se rend compte que finalement il y a un nombre d'apparentés qui est extrêmement faible, qui vient faire la recherche génétique. Donc c'est essayer de comprendre quels pourraient être les freins à cette diffusion de l'information. Qu'est-ce qui fait que on a
aussi peu de demandes de recherche de mutation au regard de ce qu'on suppose qui devrait être fait pour chaque famille. Et enfin, une deuxième étude actuellement qui s'intéresse sur l'impact de l'annonce d'une majorité mastectomie bilatérale prophylactique en termes de représentation sociale de cette intervention dans nos sociétés. Aujourd'hui, vous avez vu qu'elle a entraîné, vous avez la photocopie de la première page qui dit l'effet Angelina. On constate aujourd'hui que depuis l'annonce d'Angelina Jolie, il y a eu beaucoup plus de recherche de mutation génétique, et on constate également que les femmes qui demandent une mastectomie prophylactique sont également plus nombreuses. Il reste de s'interroger sur quels sont l'impact de ces annonces. En conclusion, que dire de tout ça, c'est que finalement, évidemment, les découvertes des dispositions génétiques représentent des avancées considérables de nos jours dans la prise en charge des femmes qui pourraient ou qui risqueraient d'être atteintes de cancer en termes de l'importance de la prévention qui pourrait être proposée en termes de surveillance ou en termes de chirurgie ou autre. C'est l'importance dans chacune de ces situations d'une concertation pluridisciplinaire autour de ces femmes et de leurs familles pour pouvoir parler avec elles de ces mutations, les amener à intégrer la présence de telles difficultés et les amener à faire le bon choix dans toutes les données qui leur ont été données, d'intégrer toutes ces données en parallèle avec leur histoire personnelle pour trouver ce qui leur convient le mieux. J'ai un bilan encore plus à leur rythme, et les femmes qui prennent du temps pour prendre des décisions. C'est parce qu'on dit que la mutation pourrait être présente, qu'il faut faire la recherche génétique tout de suite. Certaines femmes ont besoin de temps avant de faire cette recherche, donc c'est le moment où on est dans une avancée qui doit s'entendre au rythme de la naissance. C'est-à-dire quand elles se sentent prêtes à faire cette recherche, et ensuite quand elles se sentent prêtes à recourir soit à la intervention, soit à la surveillance le plus important. Merci pour l'attention.